Parlons un peu de Géricault. Géricault, passionné de cheval, mourra à cheval à 33 ans. Tragique. Sa mère meurt également lorsqu'il avait 10 ans. Il est ensuite élevé par son papa, qui, je cite, est un papa poule qui aurait élevé un aigle. Bon, à méditer. Il prône l'idée que les musées sont des laboratoires. Il s'inspire du maniérisme, du clair-obscur, des scénographies dramatiques, des maniéristes et des bas-reliefs antiques. Géricault, il faut savoir qu'il ne termine jamais ses toiles, excepté le radeau de la Méduse. Géricault déroge aux règles, c'est un petit peu un rebelle, il est vraiment en marge de la société. Lorsqu'il peint le radeau de la Méduse, il faut savoir que c'est le début du colonialisme français. Un bateau coule et 150 personnes restent, ils construisent un radeau pour survivre, tiré par la chaloupe des officiers et du capitaine. Ce capitaine décide de couper au bout de quelques jours la corde qui relie la chaloupe au radeau. Il reste plus que 20 personnes sur le radeau. Je vous épargne les détails du cannibalisme qui s'y produit pour survivre. Mais attention, un navire de la flotte anglaise les récupère et sauve environ une vingtaine de personnes. Géricault a la chance de rencontrer 2 de ces 20 personnes qui vont lui expliquer comment s'est déroulée cette histoire. Géricault, là, se dit qu'il tient le sujet. Il va donc s'isoler pendant à peu près 8 mois pour, je cite, se mettre de la mort dans la tête. Mais Géricault ne va pas bien du tout, qu'on se le dise clairement. C'est pour cela qu'à la fin de sa carrière, il va peindre une série de portraits de personnes souffrant de maladies mentales. Et en plus de tout ça, son tableau ne plaît pas. Et oui, parce qu'il va revendiquer que la monarchie nous mène au désespoir et à la mort. Petit point aussi sur Géricault qui prend une position anticoloniale avec la personne noire au-dessus de la pyramide au sommet qui tient le drapeau. Maintenant on continue avec les romantiques. Delacroix qui accompagne une mission diplomatique au Maroc. Il faut savoir que c'est aussi le début du colonialisme français. Il va faire plein de dessins à l'aquarelle dans ses carnets qu'il va ensuite rapporter dans son atelier à Paris et peindre à partir de ses croquis. Alger est conquise en 1830. Lorsque Delacroix peint les femmes d'Alger dans leur appartement, c'est un tableau d'environ seulement 4 mètres. On a un climat poétique féminin où il n'y a aucune hiérarchie des genres. Les voyages de Delacroix en Orient purifient son regard qui la veille, car les peintres ont beaucoup fétichisé l'Orient à cette époque, même s'ils n'y étaient jamais allés. Delacroix va donc définitivement s'éloigner des orientalistes français. Maintenant, parlons de Courbet. Courbet, qui est beaucoup scandalisé et critiqué, mais qui est défendu par Delacroix. C'est un peintre réaliste qui règne durant le Second Empire de Napoléon III, donc environ en 1850. Et Courbet, lui, va remettre tout en question. La peinture, le sujet, l'idée, les formats, et il veut que sa peinture soit accessible à tous. Il peint des grands formats essentiellement avec des sujets du quotidien. Il va également faire une série d'une dizaine d'autoportraits, mais toujours en excluant son statut social car il est voyageur. Il va peindre les baigneuses. C'est une scène incompréhensible. On a ce nu féminin qui n'est pas une Vénus, il n'est absolument pas représenté comme une beauté idéale, mais c'est un nu réaliste. Il défie les traditions de la beauté moderne et des nus féminins. Ce corps n'est pas idéalisé et on ne comprend encore moins la scène au milieu de cette verdure foisonnante. Fun fact sur Courbet, il est super sociable. Beaucoup d'artistes qui vont dans son atelier et même Baudelaire, lui, il va écrire Les Fleurs du Mal. Courbet, c'est un petit rebelle. Il va peindre Proudhon et ses enfants juste après la mort de son ami. Il faut savoir que Proudhon est un célèbre anarchiste connu pour avoir dit la phrase « La propriété, c'est le vol ». Bon, c'est aussi un très bon père de famille et il fait beaucoup d'écrits sur l'art. C'est une toile de 2 mètres par 1,5 m et qui ne plaît pas du tout à Napoléon, car je cite, il dit « Peindre Proudhon, c'est déclarer la guerre à l'État ». Bref, le tableau est réaliste. Courbet nous parle de son ami en robe d'ouvrier, mais il lui donne l'apparence de la noblesse avec les fameux drapés antiques. Proudhon est pensif et la gestuelle est inspirée de celle du XVIIe siècle, notamment avec tous les accessoires réalistes autour. Autre fun fact sur le tableau, le panier qui est ici représenté était en fait la femme de Proudhon, parce que Courbet apprend que la femme de Proudhon l'avait trompé de son vivant. Il l'apprend bien sûr quand il est mort
et décide donc de supprimer la femme, de l'effacer et de la remplacer par le panier. Une bonne idée, mais bon, si on avait remplacé tous les hommes qui avaient trompé leur femme dans l'histoire de l'art, il y aurait eu beaucoup de paniers dans l'histoire. En plus de ça, le tableau est présenté au salon et fait carrément scandale. On dit dans la presse que Courbet a peint 3 sacs de linge sale. Je vous présente maintenant 2 autres toiles, l'Angélus de Millet et les Raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte. Pour Caillebotte, on a une grosse influence du japonisme. Il faut savoir aussi que environ plus de 90% de l'œuvre de Caillebotte a été refusée par l'État français. Dommage. Bref, je reviens sur Courbet, qui peint Le Sommeil en 1866. À cette époque, l'amour entre deux femmes, c'est vraiment le sujet. Tout le monde s'en empare, même Baudelaire encore une fois avec son poème connu Lesbos. Cette toile est achetée par un célèbre collectionneur turc qui va acheter plusieurs fois à Courbet. Allez, une dernière petite toile pour Courbet, L'origine du monde. Alors bon, celle-ci, elle fait encore plus scandale. Petite toile de 45 par 65 cm qui est une commande du fameux marchand d'art qui est un amateur des œuvres érotiques. Le problème, c'est que lui va être ruiné au bout d'un moment et il va donc vendre toute sa collection, excepté L'origine du monde de Courbet. Le tableau a une histoire chaotique. Il disparaît sans arrêt. Puis il est retrouvé à Paris en 1944, où il va redisparaître, puis retrouvé en 1955. Il réapparaît et est finalement vendu à Sylvie Bataille, femme du psychanalyste Lacan. Il est finalement donné à l'État français au musée d'Orsay, où il va encore une fois disparaître dans les réserves, mais il est maintenant retrouvé, ne vous en faites pas. Je finis avec 3 toiles de Manet, le fameux Déjeuner sur l'herbe, un tableau qui mesure 265 par 208 cm, c'est un grand tableau, il est peint en 1863. Le tableau ne plaît pas, il est donc présenté au fameux salon des refusés que Napoléon crée en 1863, sûrement parce qu'on ne comprend rien au tableau. Une absence totale du contexte mythologique. On ne comprend pas pourquoi cette femme est nue. Cette femme, c'est Victorine Meurent. C'est quand même une attaque en plein front. Et également Olympia, on a une anatomie réaliste, proche du pornographique, mais qui est aussi représentée au Salon des Refusés. En 1960, il faut savoir que la société est un peu sans religion et qu'on s'intéresse vachement au milieu des courtisanes. Pour finir, dernier tableau, Le chemin de fer, peint en 1814. On a ici 2 filles, dont Victorine Meurent, que tout semble séparer, notamment avec cette grille. On retrouve le fameux motif à la japonaise, on a cette architecture haussmannienne et également une dimension photographique. Il peint l'image de la gare dans le monde industriel.